Mesdames et messieurs, bienvenue pour un nouvel épisode. Bonjour, gang. Donc, aujourd'hui, autour de la table, on a vraiment du beau monde. Premièrement, Raph. Oui, comme d'habitude, contente de vous avoir avec nous pour un autre bel épisode. Puis je dois dire, comme Jean-Mi, de la méchante belle visite aujourd'hui pour vous autres. Crime. On est super excités de vous présenter aujourd'hui quelqu'un qui a eu un impact incroyable sur la Beauce au complet. Je pense, premièrement, il était directeur à l'école Jésus-Marie à Beauceville. Ensuite de ça, il s'est lancé dans une carrière politique assez impressionnante. Il est maintenant député de Beauce-Nord, mesdames et messieurs. Je veux pas me tromper, parce que c'est facile de se tromper. Mais on vous présente, on accueille avec nous aujourd'hui M. Luc Provençal. Hey, salut les gars, ça va bien vous autres? Ça va très bien. Très bien. Merci de me donner cette opportunité-là. Jamais dans ma vie que je pensais de faire un podcast, puis là, ça a tout l'air que m'en faire un ce matin. Mais dans le temps, ça n'existait pas. Hein, avec la vie, ça change, ça évolue. Puis aujourd'hui, on est rendu dans un ère où les réseaux sociaux prennent beaucoup de place. Donc, nous autres aussi, c'est un honneur pour nous autres de te recevoir, monsieur. Merci, les gars. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Là, justement, le premier podcast, ça vous stressait pas trop? Vous avez déjà quand même parlé à pas mal de monde. Ben, il y a toujours un stress qui existe, là, exact. parce que j'ai pas de questionnaire d'avance. On arrive là, mais, là. Écoutez, moi, je vous fais confiance. Moi, j'ai toujours fait confiance à mon monde. Oui. Que ce soit mon personnel, que ce soit les gens que j'ai côtoyés, que ce soit dans ma carrière d'éducateur, j'ai toujours fait confiance à mes élèves, puis ou les gens que j'ai dirigés comme directeur d'école. Alors, la confiance, là, c'est à peu près ce qui nous aide le plus à faire tomber un stress. Exact, en effet. Puis je suis d'accord avec vous, il y a tout le temps aussi un petit stress, mais tu sais, souvent c'est un petit stress de performance. Ça, il est juste là pour s'assurer que tout se passe bien puis que tout aille dans le sens du monde. Hein. Fait que vous me donnerez votre code final après. C'est good. Non, mais pour commencer, j'aimerais ça qu'on s'introduise un petit peu. J'aimerais ça que tu t'introduises, en fait, pour les gens qui écoutent. De surface, les gens savent que tu es député de Beauce-Nord, mais aussi que tu as été directeur d'école à l'école Jésus-Marie, puis avant ça, tu étais un professeur. Mais au-delà de ça, peux-tu nous dire un petit peu, tu viens de où, t'es qui? Je te laisse vraiment aller dans la direction que tu veux là-dedans. Écoute, moi, je suis né à Beauceville, donc ça fait 71 ans que je reste à Beauceville. J'ai une conjointe, Céline Gay, qui a été médecin pendant 42 ans. Elle a arrêté de pratiquer en 2020. J'ai 2 enfants, Geneviève et Olivier. Les deux travaillent. Une est ergothérapeute, l'autre travaille en administration des affaires. 2 petits-enfants. Mais avant tout, je suis un citoyen à part entière de la Beauce. Moi, la Beauce, là, ça a toujours été tatoué sur moi. Il y a bien des gens qui disaient « Tu viens pas de la Beauce. » Qu'est-ce que ça prend pour venir de la Beauce? Je suis né ici. À Beauceville. Ouais, littéralement. Les gens me disaient « Ouais, mais tes parents sont pas originaires de la Beauce. » C'est pas ça. J'ai un sentiment d'appartenance. J'ai toujours voulu défendre ma Beauce, toujours voulu défendre ma municipalité. Et je pense que ça s'est traduit dans les 8 années que j'ai été, entre autres, député de Beauce-Nord. Je suis très fier d'avoir eu une formation au niveau de secondaire à la polyvalente Saint-François, où j'ai 2 enseignants qui m'ont marqué énormément. Jean-Claude Langelier et Normand Poulain. Normand Poulain est décédé maintenant. Jean-Claude est encore vivant. C'était deux enseignants qui m'ont enseigné les sciences puis qui m'ont donné la passion des sciences. C'est pour ça que j'ai fait une carrière... en fait, j'ai fait une formation en biochimie, mais finalement, j'ai pas travaillé nécessairement en biochimie. Mais j'ai enseigné la biologie, la chimie et la physique. Ouais. Alors, tu sais, il y a des gens qui nous marquent comme ça puis qui font en sorte qu'on a toujours un fond qui reste. Exact. Et ces 2 personnes-là m'ont marqué énormément. Et le plus drôle, c'est que Jean-Claude Langelier, qui m'avait inspiré beaucoup au niveau des sciences, quand j'ai fini mon cours, finalement, mon plan de match a été modifié parce que dans les années 78-80, ça courait pas les rues, hein, les emplois. Je suis passé tout à fait par hasard saluer le directeur de la polyvalente, M. Rancourt,
qui avait été mon professeur d'anglais. Puis il dit, qu'est-ce que tu fais, Luc? Ben là, j'ai dit lousse. en bon québécois. Il dit, t'es biochimiste, hein? Oui. Bon, mais il dit, l'après-midi, on va te faire signer un contrat. Puis il dit, tu vas commencer à enseigner parce qu'il dit, Jean-Claude part, il s'en va se partir une business qui était Clivenor à l'époque. Bon, mais j'ai dit, j'ai pas, tu sais, les certificats en sciences d'éducation. Il dit, on n'a pas besoin de ça. Il dit, tu dois connaître ça, des molécules, puis des... Moi, oui, pas de problème. ça a commencé de même. La dernière chose que je pensais faire dans ma vie, c'était enseignant. Ah ouais. Puis imagine-toi que j'ai fait une carrière en éducation de 38 ans. Wow. Fait que, tu sais, faut pas se donner des barrières non, exact. avant le temps. Exactement. Absolument pas. Ça, c'est un peu mon introduction. Puis, c'est sûr qu'au fil des années, je me suis impliqué dans différentes organisations. Des éléments qui sont très formateurs, c'est quand tu t'impliques dans des groupes sociaux. Entre autres, j'ai été dans le Club Rotary. Mais j'ai été impliqué beaucoup au niveau du sport dans les équipes de hockey. J'étais entraîneur au niveau des équipes. Oui. Et tu bâtis un beau réseau. Mais avec les jeunes, j'ai eu énormément de plaisir. Moi, je n'étais pas très habile sur la glace, mais pour coacher, je n'étais pas mauvais. Bon, c'est pas fait que je coachais ça, entre autres, avec Daniel Drouin de Saint-Georges, puis on a eu vraiment du plaisir à coacher des jeunes. Mais c'est ça qui est fun. Souvent, c'est la transmission de cette passion-là. Puis moi aussi, je partage avec vous. Là. Moi, mon coup de patin, il est absolument terrible. J'ai pas vraiment de... J'ai comme... Jean-Michel, il est bon, il est bon. Mais moi, plus de difficultés. Par exemple, j'adore ça. C'est ce qui m'a incité, quand j'étais directeur à Jésus-Marie, de partir de la LHPS à Beauceville, avec l'école Jésus-Marie. J'ai eu des bons associés, là, Steve Gosselin, qui est un joueur de hockey qui a été connu dans la région. Il m'a coaché un petit peu, Steve, c'est vraiment une bonne personne. Oh oui, puis j'ai fait affaire aussi avec Louis Simard, qui s'occupait des sports à l'époque au collège de Lévis, qui est en train de faire un complexe sportif à Saint-Lambert-de-Lauzon. Incroyable. Le mot incroyable est bien choisi, c'est pas croyable. Mais ça en est un qui vit sa passion. Ça en est un qui veut développer pour la région. Exact. Et on a besoin de gens comme ça. Oui, en effet. On a eu dernièrement, justement, sur le podcast, là, c'était Mister, il faisait le camp d'entraînement, dans le fond. Il a développé un camp d'entraînement Félix Michaud. Exactement, Félix Michaud. Donc, il développait un camp d'entraînement pour football, rugby, dans le fond. On l'a eu, puis c'était tellement cool. De le voir parcourir à travers tout ça, puis c'était justement une passion assez intense qui le drivait. Pour lui, il avait décrit le football comme c'est une addiction, tu pognes à un moment donné, puis tu dis si je faisais rien à propos de ça, je pense que j'explosais. Genre. Il nous avait décrit ça un peu de même. Le sport dans les écoles, c'est le meilleur outil. Oui, en effet. Pour éliminer du décrochage scolaire. Oui, true. Faut aider des jeunes à vivre leur passion, puis Dieu sait qu'on a du talent. Au niveau sportif. Exact. Dans différents domaines. Oui, en Beauce, c'est football, on a une belle structure. Volleyball, on a une très belle structure. Hockey, on a une très belle structure. On a 3 jeunes de la Beauce là, qui ont été recrutés au repêchage de la junior. On a du potentiel. Ah, oui, absolument. Il s'agit juste de les accompagner, puis de bien encadrer ça, puis on a du beau talent. Exact, d'avoir des belles structures. La Beauce, les dernières années, on avait parlé aussi avec Félix. On a tellement des belles infrastructures pour le développement au niveau du sport en Beauce en général, que ce soit des programmes scolaires, que ce soit des endroits où pouvoir pratiquer ou des cours, n'importe quoi. Là, puis on a vraiment du beau stock. Ça, c'est des endroits que vous avez aidé à faciliter la construction puis l'inclusion de ces structures-là en Beauce. Puis justement, une autre petite parenthèse dans le podcast avec Félix qu'on avait fait, il nous parlait du fait que lui, c'est un gars de Lévis, mais qui a été en Beauce pour étudier avec les Condors à Saint-Georges puis jouer au football. Puis avant ça n'existait pas. Les gens, ils sortaient de la Beauce pour aller étudier. Ils s'en allaient à Sherbrooke, ils s'en allaient à Québec, ils s'en allaient, peu importe. Mais maintenant, la culture a changé. Les gens ont vu les infrastructures, ont vu la passion qui est à l'intérieur des Condors, les gens qui mènent ces équipes-là, les coachs, puis ça a fait en sorte de changer cette culture-là, puis maintenant, les gens, d'ailleurs, rentrent en Beauce pour, justement, venir vivre l'expérience. Mais
on doit une fière chandelle au séminaire de Saint-Georges à l'époque, là. T'avais des gens, des religieux qui croyaient énormément au sport. Donc, ils ont toujours bonifié et le hockey, entre autres, et le football. Quand tu parles avec un gars comme Glenn Constantin, là, du Rouge et Or, il n'a que des bons mots pour... il sait ce qu'il a appris à Saint-Georges. Ouais. Tu sais, pour lui, ça a été son école, avant d'aller plus loin. Puis c'est probablement l'endroit où ça lui a donné un petit peu de discipline aussi. Ouais, ça, je pense pour plusieurs. Exact. Alors, tu sais, faut pas oublier ça, puis faut pas négliger ça. Quand j'ai fait un mandat à Beauport, j'ai eu un mandat de construire un terrain de soccer. Puis à l'époque, au début des années 2000, j'étais pas tellement familiarisé avec la notion de soccer. Mais j'ai fait mon terrain, j'ai parti une équipe du soccer, et au bout d'un an, on était la seule école qui avait du 3A reconnu. Wow. Mais je suis allé chercher les meilleurs entraîneurs. Tu nous as fait un beau terrain pour... Oui. Tu sais, dans la vie, il faut savoir bien s'entourer. Exact, ça, je suis Puis, faut... Quand tu penses que c'est le meilleur, tu essaies d'aller le chercher pour qu'il rentre dans ton équipe. Ben oui, c'est sûr. Tu vas avoir un bel impact. C'est ça, le dicton, on dit t'es la moyenne de tes 5 meilleurs chums. Ouais. Là, souvent, là, ça s'applique dans plusieurs contextes. Là. Souvent, mieux que tu t'entoures, mieux que tu vas avoir un plus bel impact, un impact plus magnifié, selon qu'est-ce que tu veux faire. Là. Mais non seulement ça aussi, ça peut revenir un peu sur ce que vous aviez dit. Tu sais, vous avez eu dans votre parcours scolaire des professeurs qui vous ont marqué. Oui. Puis d'une certaine manière, là, je crois que tous les gens, on a eu un professeur qui nous ont marqué puis qui nous ont donné qui nous ont transmis cette passion-là un peu. Puis c'est quand tu trouves ces vrais passionnés-là, que ce soit dans le sport, que ce soit au niveau scolaire, tu sais, c'est quand t'es jeune, tu sais pas trop où est-ce que tu t'en vas, puis tu trouves quelque chose de vraiment cool, puis tu le vois à travers une personne, il te transmet cette passion-là. Tu sais, ça te donne une belle direction, ça te donne une belle petite ligne. Puis comme vous l'aviez dit, là, c'est comme on est tous inspirés un peu par ces gens-là. Moi, je me rappelle exactement d'un professeur de mathématiques que j'avais eu, François Fortin, à la polyvalente Benoît Vachon. Je l'adorais, puis Kevin McCarty aussi, qui m'ont extrêmement inspiré dans mon parcours scolaire, puis je les croise encore une fois de temps en temps ici et là, puis je suis jamais trop gêné de dire « Hey, merci, c'était cool la façon que vous nous l'avez montré, j'ai vraiment aimé ça. » C'est ça, j'aimerais ça en rajouter, mais c'est pas nécessairement une passion envers un certain domaine. Souvent, c'est la façon par laquelle ils essayent de transmettre leur que ce soit des mathématiques, que ce soit de l'histoire, que ce soit de la science. Peut-être que tu n'es pas intéressé par le sujet, sauf que la façon dont le prof décide de transmettre la matière, de transmettre la passion, de se mettre de l'avant, puis de mettre de l'avant ses élèves, c'est souvent ça qui va avoir un impact. Mais quand on parle des élèves, là, moi, dans ma carrière, je disais aux jeunes, faites-moi confiance, moi, je vous fais confiance. Puis, j'enseignais les sciences, particulièrement en secondaire 4, secondaire 5, mais entre autres, les sciences physiques, c'est un examen du ministère. Oui. Je lui disais, tu as le droit de ne pas aimer la matière, mais tu as une obligation de réussir. Fait qu'on va faire équipe ensemble. La chose que je te certifie, si tu as besoin de temps, m'a te donner le temps que tu as nécessaire pour être sûr que tu vas passer à la fin de l'année. Puis ça a donné des bons résultats. Parce que les jeunes m'ont fait confiance, mais la confiance était partagée. Oui. Dans ça là aussi, une relation honnête comme ça, quand qu'on se permet de se faire confiance, souvent c'est là justement on avait parlé un petit peu au début du podcast, là, c'est là qu'il peut apporter, puis découvrir, bâtir des méchantes belles affaires. Oui. C'est la fondation pour avancer. Hein? S'il n'y a pas de confiance d'un bord comme de l'autre. Autant dans un couple que dans une relation, n'importe quoi. Hein? Tabarnak, à un moment donné, hein? C'est vrai. Oui, puis tu sais, dans la vie, il ne faut pas avoir peur de s'impliquer. J'ai eu la chance de faire partie de différents conseils d'administration, entre autres le Cégep Beauce-Appalaches. Oui. Entre autres, au niveau de la commission scolaire. J'ai été quand même 24 ans là, représentant au niveau scolaire. Et c'est là qu'on voit qu'il faut foncer pour faire du développement. Oui, ça, c'est absolument vrai. Si tu regardes au niveau du centre de service scolaire de la Beauce-et-Chemin, le CIMIC, le centre de transfert technologique, c'est des bijoux dans notre région, ça. Absolument. Tu sais, puis il faut être fier de ça. Vraiment, vraiment fier. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Quand tu regardes l'école d'entrepreneurship qui a été partie par Marc Dutil, oui. C'est extraordinaire. Oui, c'est absolument. On s'en se fait parler beaucoup. Tu sais, moi, on y reviendra probablement, mais dans mon parcours de 8 ans au niveau politique,
une de mes fiertés, c'est le point de service du Cégep Beauce-Appalaches à Sainte-Marie. Mais ça, c'est incroyable. Là. C'est plus de 500 élèves qui étudient là. Les professeurs adorent l'endroit. Mais pour moi, c'est important d'avoir un outil de rétention. Vous l'avez mentionné. Oui, exact. Un outil de rétention dans la région. Donc, tu as plus de 500 élèves qui étudient là. Ce sont plus de 500 personnes qui peuvent être disponibles pour des emplois d'été ou des emplois les fins de semaine. Puis en plus, s'ils ne sortent pas de la région, on a des chances de les conserver dans la région. Oui, absolument. Alors, puis en plus, ça permet de faire certaines économies au niveau des familles. Oui, et puis ça, mon Dieu, c'est absolument vrai. On dirait que j'ai réfléchi même plus à ce point-là. Mais pour avoir été à ce cégep-là, moi, j'ai fait du cégep longtemps parce que je me suis cherché. Mais j'ai fini par atterrir au cégep Beauce-Appalaches, justement, dans ses premières années après sa construction. Puis c'était tellement malade, là. C'était comme... De pouvoir être là-dedans, c'est tellement une belle bâtisse, tellement un beau système, tellement des beaux programmes, puis de pouvoir étudier là-dedans, je me suis fait des amis, puis ça c'était, ça m'a, je savais, ça fait longtemps, tu sais, moi j'ai toujours vécu à Sainte-Marie, j'ai toujours aimé Sainte-Marie, mais c'est comme, on fait juste n'en remettre, là, on est rendu à un point que c'est comme, ouais, Sainte-Marie c'est vraiment cool. Oui, puis tu sais, si je prends ce point de service-là, en ayant ajouté l'option santé animale. Oui, oui. Bon, on a quand même d'un comté qui est 93% agricole. Ah, oui. Bon, ça évite aux gens d'aller chercher une formation à la Pocatière. Exactement. À Saint-Hyacinthe. Ou à Saint-Hyacinthe. C'est loin. D'avoir parti la concentration. Elle est à Saint-Georges, par contre, mais tout le préhospitalier, Oui. la technique policière. Oui. Les gens allaient tout à l'extérieur. Ah oui, puis là, j'en connais qui vont là directement. On a la chance qu'ils puissent faire de formation ici. Oui. Fait que, puis au niveau du préhospitalier, il ne faut pas oublier qu'on a la Corporation ambulancière de Beauce Incorporée, Cambie, qui est une des structures les plus efficaces en province. Fait que ça lui permet d'aller chercher des gens, faire du recrutement, puis... C'est tous des outils comme ça qu'il faut développer dans notre région pour être sûr de maintenir nos gens chez nous. Oui, absolument. Puis je crois que les Beaucerons en sont fiers en général. Les gens de la Beauce, on a vu tellement de développement au courant des dernières années. Ça, mon Dieu, je pourrais dire, ça a rocket by. Là, on a quand même fait... ça a décidé d'y aller. Puis tout le monde sait que c'est des beaux endroits. Là. Puis la Beauce, en général, aussi, c'est très, très beau. Là. Je trouve, pas juste niveau scolaire et tout, mais moi, je suis un gars, je m'en vais au gym, puis j'aime ça, me promener, moi, sur la piste cyclable. Puis moi, j'aime bien celle-là en Scott Sainte-Marie. Puis ça, je la fais souvent. Puis je trouve tellement... Puis là, je me promène, puis genre, tabarnak, on est-tu chanceux, genre, d'avoir des affaires de même? C'est comme, on a une belle place pour... Vraiment, on n'a pas besoin d'aller chercher loin qu'on a tout un peu. Puis ça, je vais le dire, mais c'est comme... Je suis vraiment bien où est-ce que je suis. Puis je suis tombé en amour avec la Beauce over and over and over. Puis ça m'a apporté, c'est ça, à vouloir d'une certaine manière y participer. Puis là, aujourd'hui, je fais des podcasts qui parlent de ça. Wow! Yes! Oui. Non, mais c'est vrai, par exemple, c'est une vraie fierté, la Beauce, pour nous autres. Oui. Pour toi, je pense que tu l'as dit au début du podcast, t'es ancré en Beauce. Ah oui. C'est vraiment... T'as été forgé ici, puis à cette heure, tu redonnes aux gens d'ici. Fait que je te lève mon chapeau pour ça. Bref, nous autres, on est là-dedans en ce moment. Personnellement, moi, j'étais ailleurs dans le monde pour jouer au hockey. J'étais aux États-Unis, j'étais ailleurs au Canada. J'étais à plusieurs endroits, sauf que pas à la fin de ce parcours-là, mais dans ce parcours-là, j'ai vraiment remarqué que j'étais bien chez nous. Puis en Beauce, on n'est pas mal pris. Non, vraiment on n'est pas mal pris pour pris, personne. Puis, tant qu'à avoir parlé de politique un petit peu, là, j'aimerais ça qu'on rentre un petit peu dans le creux du sujet aujourd'hui. J'aimerais ça que tu nous expliques, en fait, pour les gens qui écoutent, c'est quoi la politique? Parce que, puis explique-le comme si tu l'expliquais à un élève dans ta classe. OK. Ça, c'est... Écoute, la politique, là, au départ, c'est un travail d'équipe, mais c'est un travail aussi où tu dois jouer d'écoute. Ouais. Travail d'équipe, pas juste à l'intérieur de ta formation, mais avec les partis d'opposition, il faut que tu sois capable de faire équipe avec certaines personnes si tu veux rendre, exemple, des projets de loi à terme. Moi, j'ai présidé pendant 8 ans la commission sur les services, la santé et les services sociaux, et j'en ai fait plusieurs projets de loi. Puis le dernier, le projet de loi 23, là, tu n'as aucune idée de tout ce qui s'est fait comme négociation pour qu'on puisse le livrer à la population.
Puis moi, je considère que ça a bien fini ma carrière comme président de commission, puis ma carrière aussi à l'Assemblée nationale. Donc, travail d'équipe, travail de confrontation, parce que on est 125 députés. Puis, moi, j'avais 21 municipalités qui avaient des besoins. J'avais une multitude d'organismes qui avaient des besoins. Et il faut que tu te battes. Je dis souvent, l'exemple le plus clair, là, on est tout autour d'une tarte, puis on veut tout manger à la tarte. Sauf qu'il faut que tu sois sûr d'être capable d'avoir une pointe pour toi. Ouais. Alors, c'est un peu ça le jeu qui se fait aussi. Tu sais, de façon continuelle, faut rester quand même correct dans nos démarches. Faut se battre pour aller réaliser et chercher surtout les dossiers. On a des dossiers qui se font, puis pour les livrer, il faut que tu aies une bonne communication avec le ministre en titre. Il faut que tu aies une bonne communication avec l'équipe du ministre et après ça, avec les sous-ministres, parce que d'un fois, faut que tu joues à l'intérieur de la structure. Moi, j'ai toujours été la personne pour ne pas faire perdre de temps à personne. Alors, avec mon équipe de bureau, quand on montait un dossier, on s'assurait que tout était là et que les gens ne perdraient pas de temps à analyser notre demande. Ce qui m'a permis de régler plusieurs dossiers. Le dossier du cégep, là, à Sainte-Marie, on devait faire une phase. Puis on l'a fait en dedans d'un an et demi. On a fait tout le cégep au complet, les 2 phases, en plus d'ajouter des concentrations. Ce que les gens ne savent pas, c'est que le financement d'un cégep, il faut que tu fonctionnes 2 ans avec ta clientèle avant de la faire reconnaître. Alors, la directrice du cégep, Mme Bouchard, elle vient me voir, elle dit, Luc, elle dit, on est mal pris, elle dit, ça sert financièrement, puis il faudrait trouver une façon de faire financer notre clientèle plus rapidement. À l'époque, c'était Mme McCann qui s'occupait de l'enseignement supérieur. Moi, je vais voir Daniel, puis je dis, Mme McCann, je lui dis, me faites-vous toujours confiance? Elle dit oui. J'ai dit, moi, je vous garantis qu'au jour 1, il va y avoir plus de 500 élèves dans le show. Mais j'ai dit là, financièrement, le cégep s'est avancé, peut financer beaucoup de choses pour développer. J'ai dit, je peux-tu avoir une forme de dérogation qui me permettrait d'avoir tout de suite le financement pour la clientèle? Elle a dit, je te finance combien d'élèves? Là, j'ai parti à rire, j'ai dit, je suis correct. J'ai dit, même Cannes, si vous me donnez 505 élèves, j'ai dit, vous venez de donner de l'oxygène pas mal au cégep. 2 semaines après, j'avais ma lettre comme de quoi que la clientèle serait financée au jour 1. Ce qui a permis au cégep d'avoir un allègement au niveau financier, puis de continuer à faire son développement. Parce qu'il y a une équipe extraordinaire qui travaille au cégep Beauce-Appalaches. Fait que, on aurait eu un bon dossier, financement récurrent, jour 1. Ça, c'est le genre de problème que tu fais face dans le monde de la politique. Oui, constamment. La réponse n'est pas toujours oui la première fois. Non, c'est sûr que... C'est sûr. Fait que quand la réponse n'est pas oui, tu te dis où est-ce que je peux améliorer mon dossier pour que ça soit l'obtenir le oui. Et c'est de cette façon-là qu'on a tout le temps travaillé. Fait que j'imagine qu'il y a beaucoup de négociations. Beaucoup de négociations, mais c'est surtout d'établir correctement ta crédibilité. Oui, bien c'est sûr. Il faut être crédible dans ce qu'on fait. Tu sais, faut pas que tu demandes juste pour le plaisir de demander. T'établis. Parce que moi, la première chose que j'ai faite en 2018, après ma tournée de l'ensemble des 21 municipalités, eux m'avaient fait une liste de besoins, de désidérateurs. Même chose pour les MRC. Et à partir de là, j'ai établi ma stratégie pour dire quel dossier que je dois prioriser, puis comment que je m'y prends pour y arriver. Puis je te dirais qu'autant de 2018 à 2022 que de 2022 à 2026, je te dirais que de 2018 à 2022, j'ai tout coché, ce qui m'avait été demandé. Oh. Puis de 2022 à 2026, mon resté conservateur, 98% a été coché.
Bon, Conservateur. bonne moyenne. Puis sans jeu de mots politique. Ouais. Mais avec mon équipe de bureau, on s'est fait une stratégie, comment approcher nos ministères, comment aller chercher des solutions, puis majoritairement, on a obtenu ce qu'on voulait. Fait que c'est une structure que vous avez développée pour vous rendre efficace, là, parce qu'en 8 ans, tu sais, 8 ans, on en parle, puis on est comme... Tu sais, c'est pas beaucoup de temps. Il y a beaucoup de choses à faire avec très, très peu de temps. T'as raison. Sauf que, tu sais, mes expériences antérieures oui. m'ont permis de développer certaines stratégies. Quand j'étais maire, régulièrement, je descendais à Québec, puis j'allais dans des bureaux de ministres, mais je prenais jamais de rendez-vous. Je m'invitais. Tu pull up, comment? Puis j'ai toujours réussi à rencontrer ces gens-là, puis à discuter. J'ai pas toujours eu les subventions que je voulais, mais au moins je les rencontrais. Quand j'ai fait mon passage au niveau du centre de service scolaire de la Beauce-et-Chemin, il y avait un monsieur qui s'appelait Rosaire Jacques au niveau des finances et monsieur Roger Carrette, qui était pour moi, c'était une sommité là, au niveau des centres de service scolaire, comme monsieur Jacques était une sommité au niveau finances. Ces gens-là m'ont donné beaucoup de trucs au niveau des approches. Ouais. Pour aller chercher des sous? Oui, pour aller chercher des sous. Fait qu'à partir de ça, moi, je me prenais toujours des notes, puis je disais, ouais, si je viens qu'à faire telle chose, m'appliquer telle technique. Ouais. Puis c'est comme ça que j'ai réussi à aller chercher bien des choses. Puis ton expérience de maire t'a aussi aidé, parce que quand tu te déplaçais pour aller à Québec, j'imagine que là aussi tu prenais des notes en disant ça fonctionne comme ça, tu sais, le monde de la politique, ça fonctionne comme ça, c'est telle personne qui est un peu en commande du bateau. C'est ça. Qui peut m'ouvrir la porte pour que je me rende à bonne place? C'est vraiment le sentier à suivre, là. Puis quand tu trouves les bonnes personnes, un, tu perds pas de temps, et deux, tu finis par parler à la bonne personne. Exact. Petite anecdote, quand j'étais préfet et responsable de la TRAMCA, la table des élus de Chaudière-Appalaches, il y avait un dossier avec Gilles Lehoulier qu'on voulait vraiment finaliser, qui s'appelait le dossier de la Mille des Vies. La Mille des Vies ne faisait pas partie de la stratégie maritime au niveau fédéral. Gilles et moi, on s'en parle, puis j'essaie d'avoir des rendez-vous, puis c'est un petit peu difficile. Moi, je fais marcher mes contacts. 24 heures après, on avait un téléphone. Vous êtes attendu au bureau de M. Trudeau pour discuter de la stratégie maritime. Gilles et moi, on n'a pas pris de temps, on s'est rendu. On a vu l'équipe de M. Trudeau qui s'occupait de cette stratégie-là. Mais quand on est reparti, on avait une certitude, c'est que le chantier Mille des Vies ferait partie de la stratégie maritime. Puis regardez qu'est-ce qu'on a comme retombée économique maintenant. C'est un dossier qui avait de l'importance au niveau de la région. Et Gilles et moi, on y croyait énormément. Et finalement, c'est un dossier qui a cheminé au fil des années, puis qui a fait en sorte que là, ça porte fruit. Wow. C'est un peu un jeu d'échecs. Il faut que tu essayes de prévoir les coups d'avance. Ah oui, exactement. En étant incorporé maintenant, ben là, c'est l'équipe du chantier qui fait le reste du travail. Puis il y a des gens qui travaillent très, très fort de ce côté-là. En effet. Est-ce que vous êtes bon, ces échecs, à part de ça? À une certaine époque, j'étais pas mauvais. Ah, bon, tabarouette. Je manque de pratique. C'est ça. Oui. Moi, je connais plus mes ouvertures, là, mais faudrait un petit coup de pratique, moi, tout. Mais je comprends de la façon que vous voulez dire, c'est de voir... vous parlez beaucoup de retombées, puis je pense que, d'une certaine manière, au niveau de la politique, d'avoir une bonne vision. Quand on a une bonne idée d'où est-ce qu'on se dirige, là, vous cherchez quelque chose, vous allez prendre tel chemin pour aller chercher, disons, du financement ou quoi que ce soit. Et, tu sais, disons 3 ans après, 2 ou 3 ans après avoir fait régler ce dossier-là, vous commencez à voir les retombées, puis vous pouvez l'impliquer dans tout le reste de votre chemin. Tu sais, c'est de la vision. C'est de l'application de vision, ouais. C'est vraiment... j'ai toujours pensé que toute personne peut influencer l'avenir. On ne peut pas corriger le passé. Non, en effet. Fait que travaillons sur l'avenir. Exactement. C'est sur ça que je te dis,
faut pas avoir peur d'avoir une vision, mais d'avoir une vision éclairée Exact. de ce qu'on veut faire. Je suis d'accord. Où on veut arriver, surtout. Là. Oui, exactement, parce que des fois, naviguer dans le noir, c'est là qu'on fait un petit peu pas des erreurs, mais tu sais, c'est de l'essai-erreur. Hein? Quand on est là, c'est comme, on essaye, puis des fois, ça t'apprend. C'est un super de bon apprentissage. Mais je crois que ça vient justement avec cet apprentissage-là. Éventuellement, tu comprends, il faudrait que je vois un petit peu plus clair, que je vois mon chemin un petit peu plus clairement. Puis c'est là que tu es capable d'appliquer une bonne structure, un plan de match, un plan d'action, puis commencer le moment. Tu peux pas devancer le temps. Non, ça c'est ça. C'est ça. Faut que tu respectes la cédule du temps. Oui, ça oui. Puis d'un fois, on manque de patience. Oui, moi c'est un gros problème. Moi, je suis pas toujours... Ben, je suis très patient, mais lorsqu'on parle de ma vision, pas toujours. Au fil des années, ça, j'ai appris à cultiver ça. Là. OK. On peut pas devancer le temps. Oui. Il y a des étapes à suivre. On s'assure de la trajectoire des étapes qu'on veut suivre. Après ça, normalement, on avance. Exactement. Moi, c'est des messages, des mots qui vont rester dans ma tête, ça, Moi aussi, ça résonne énormément avec moi, ce que tu as dit, puis j'espère que ça résonne avec vous autres aussi, les gens qui écoutent. Là, tu peux pas changer le passé, mais tu peux influencer ce qui va se passer dans le futur. Exactement. Fait que, c'est entre nos mains, c'est dans nos mains. Là. Les gens qui habitent en Beauce, les gens qui veulent s'impliquer, les gens qui ont une vision pour le futur, c'est dans nos mains. C'est comment que la région va se développer puis comment que ça va se forger. Fait que ça, c'est important de s'en rappeler, je pense. Oui. Là, on arrive à un segment de mi-épisode. Puis le segment, il est présenté par M. Luc Provençal. Oui, Charlotte, M. Provençal. Donc, un gros merci à Luc pour sa contribution. Puis sans toi, en fait, Luc, là, je niaise un peu, je parle à la caméra, mais je te parle à toi en même temps. Sans toi, on aurait fallu se débrouiller puis trouver d'autres options pour pouvoir être rendu ici aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que tu nous as vraiment facilité pas nécessairement facilité, mais en fait, tu nous as vraiment aidé à se rendre où ce qu'on est rendu aujourd'hui. Oui, puis c'est vraiment notre développement. Un gros merci du fond du cœur. On est vraiment content de t'avoir ici aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir, les gars. Ouais. Vraiment. En fait, on avait une vision, nous autres, de ça, là, 2 ans, 3 ans. On pensait, on s'est dit, on va lancer un podcast, on va commencer à jaser pour les gens de la Beauce, les gens qui veulent nous écouter. Puis. C'est faux, est-ce qu'on en est rendu maintenant? C'est ça que j'allais dire. Tu me voles les mots de la bouche. Puis aussi, j'aimerais ça prendre le temps de dire un petit merci, un petit clin d'œil à Sécurité All-Star. Oui. Puis Jean-Élie Gilbert qui nous aide également à ce niveau-là. Donc, sans plus tarder, j'aimerais ça passer à des petites questions, le segment de mi-épisode. Je vais commencer par des questions, en fait, en lien avec ta personnalité. Oh! Ça, c'est toujours intéressant, ça. On connaît le politicien, Luc Provençal, mais en dehors de l'Assemblée nationale, si on demandait à tes proches de vous décrire en 3 mots, tu dirais quoi? Les gens diraient probablement que je suis un gars très sociable, donc facile d'approche. Je suis une personne qui aime bien écouter les gens, très analytique. Et je suis une personne qui est... Je pense que je suis un gars qui est généreux dans la vie. Oui. Oui, absolument. Nous, je pense que ça te décrit très bien. Exact. Moi, je pense que oui, ça a bien de l'allure, ce que vous dites. En fait, on est dans un podcast, fait qu'on parle, on écoute. Ouais, c'est ça, on fait toutes les applications de ça. On est dans le concret, là. Ensuite de ça, vous êtes un Beaucerompeux, né à Beauceville, maire, préfet, député de la région. C'est quoi qui vous rend si attaché à la Beauce? C'est l'esprit de soutien qu'on a dans la Beauce. Prenez n'importe quel événement qui s'est produit. Les gens se sont toujours tenus entre eux autres. Et pour moi, c'est une fierté de voir à quel point les gens dans la région peuvent s'entraider. Il y a eu différents événements. Quand on remonte dans le temps, on pourrait parler de la Glendale, de la Saint-Joseph, mais on peut parler des différents événements d'inondation qu'on a eus, entre autres en 2019. Absolument. Les gens se sont donné du soutien. Et c'est ça, moi, qui me retient au niveau de la Beauce. C'est cet esprit-là de corps, je dirais même un esprit de famille que les Beaucerons ont entre eux. Oui. Au hockey, tu peux avoir des chicanes. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Sauf que quand il arrive un événement, il n'y en a plus de chicanes. Ouais. On met de côté nos différents. Il y a une équipe. C'est ça. Puis c'est ça la force de la Beauce. Quand je faisais des projets ici,
les gens disaient, tu as réussi à construire une école. Je prends entre autres à Scott, à Sainte-Marie. J'ai dit oui. J'ai dit, moi, chez nous, là, les municipalités nous donnent les terrains. Vous autres, vous vous battez avec les municipalités pour avoir des terrains, puis eux autres, ils pensent de faire un coup d'argent. Ben, j'ai dit, chez nous, ils pensent avant à la population, ils pensent avant aux services qu'ils veulent donner. J'ai dit, les terrains sont gratuits. J'ai eu un terrain gratuit à Scott, j'en ai eu un à Sainte-Marie, j'en ai eu pour des garderies. C'est ça la force du milieu de notre région. Les gens ne sont pas là juste pour un côté mercantile, ils sont là pour un côté, on avance pour notre population. C'est ce qui fait la force. Wow. C'est très bien décrit, en fait, bien aussi. Dit, mais c'est vrai, on a ces valeurs-là partagées, je trouve, à l'intérieur de la Beauce. C'est comme le monde, on aime ça soutenir, puis on pense pas juste à nous, mais à personne à côté de nous, parce que on le sait que c'est pas tout le temps facile. On est des gens qui c'est ça, qui se voient un petit peu à travers les autres, puis qui... Trouvez-moi une région qui est plus généreuse que la Beauce, vous n'en trouverez pas. Prenez n'importe quelle campagne de financement. Il faut dire aussi qu'on a des gens d'affaires qui sont extrêmement généreux. Vraiment. Je ne nommerai pas des familles ici, parce que je vais en oublier. Mais c'est incroyable comment que les gens sont généreux dans notre région. Puis c'est ce qui fait aussi qu'on a des structures avec des fondations qui aident beaucoup, beaucoup le milieu. Cette culture-là est importante parce que tu grandis dans un environnement, dans un milieu, c'est un petit peu ça qui te forge, dans un sens. Éventuellement, tu arrives dans un point dans ta vie où tu as du succès. Mais je pense que les gens de la Beauce n'oublient pas la valeur de redonner à qu'est-ce qui les a forgés. C'est ce que je veux dire. Ils n'oublient pas d'où ce qu'ils viennent. Puis après ça, ils disent, bon, ben on va redonner parce que je suis passé à l'école Jésus-Marie. C'est ça qui m'a aidé à devenir meilleur. À cette heure, c'est à mon tour de les aider. Ce que tu viens de dire, là, j'ai eu l'opportunité à un moment donné de souper avec Serge Savard, qui était président de la campagne de financement pour l'UQTR, endroit où j'ai étudié. Puis c'est exactement ce qu'il disait. Il dit, il faut développer cette culture-là, parce qu'on parlait des fondations des universités ou des cégep. Il dit, ça commence à se développer. Mais il dit, t'as bien des universités style américain, comme McGill, Concordia. Il dit, eux autres, c'est automatique, là. Ouais. C'est que la personne a fini, perçoit une lettre, t'oublieras pas que t'es passé ici, puis que, sans dire que tu nous es redevable, ça serait intéressant que tu penses à nous autres, si tu as des dons à donner. Puis même dans certains cas, ils vont risquer un petit chiffre à côté avec la lettre. Non, ben c'est ça. Mais c'est une culture à développer. Ouais. C'est important. C'est tellement important. C'est d'avoir des bonnes valeurs aussi, des valeurs à bonne place. Exactement, parce que les gens le font aussi par amour là, de ces endroits-là. Et ça devient des leviers aussi en effet. Pour développer bien des choses. Puis après ça, si tu veux que tes enfants aient la même chance que toi, puis qu'ils passent à les mêmes écoles, puis que les écoles soient encore de niveau supérieur, que ça soit de la qualité encore, ben faut que tu t'occupes que ces écoles-là, ils prospèrent. Définitivement. Donc, moi, c'est ça, un petit exemple vite, mais aux États-Unis, quand j'étais allé dans un prep school, une école privée aux États-Unis, l'école aurait pu être entièrement roulée juste sur les anciens qui redonnaient. Et j'avais des donations des gens qui sont archi riches, là, mais il y a des gens qui donnaient 10 millions pour construire un pavillon. Un pavillon, ouais, exactement. Ou c'est de l'argent, c'est énormément d'argent. Oui, sauf que c'est le fun de voir que ces gens-là repensent à où ils ont passé. Puis qui reconnaissent qu'il y a une partie d'eux autres que ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est un petit peu à cause de cet établissement-là. Mm-hmm. Puis des gens qui l'ont fondé puis qui la font marcher à chaque année. Donc, merci de la discussion. Ensuite de ça, il y a du monde qui font ça d'instinct, il y a d'autres qui retournent dans leur tête 100 fois avant de décider. Toi, dans la vie, t'es-tu plus quelqu'un qui va se fier à son cœur ou qui va se fier à sa tête? Un hybride. Ouais. Un hybride. Un ballon. Ouais. Écoute, quand tu fais de la politique, c'est sûr que faut que tu aies en tout cas, dans mon cas, il fallait que j'aie la permission de ma conjointe. Là. Ça, c'était non négociable. Quoiqu'en 2022, je n'ai pas négocié longtemps. Je me suis glissé un petit peu. Mais ceci étant dit,
faut que tu aies le goût de le faire, mais en même temps, il faut que tu t'assures que ton entourage va tolérer ce que tu vas faire. Parce qu'en politique, tu es continuellement absent. Écoute, des fins de semaine, ça n'existe pas. Des soirs de semaine, souvent, il y a des activités. Quand tu n'es pas en train de siéger à Québec, dans le comté, il y a toujours quelque chose pour te capter puis dire on aimerait bien ça que vous soyez là. Il y a cet élément-là, mais en même temps, il faut être conscient aussi de ce que ça amène comme contrainte au niveau de la famille, de ta conjointe, des enfants, ces éléments-là. On n'est pas là pour bien des choses. Fait que m'essayer de me rattraper dans les prochaines années. Ouais. Ça, c'est une bonne... D'après moi, c'est la bonne façon, la bonne approche. Ouais. C'est sûr que ça prend des sacrifices. Exactement, oui, en effet. Normalement. Ça, je suis très d'accord. Puis au niveau de la politique, où est-ce que justement l'échange, la communication, c'est le tout. Le temps, basically, c'est la currency que vous utilisez. Là. Ce que tu viens de dire, là, on va prendre ça un petit peu au bon. Il y a des dossiers là, qui étaient plus difficiles que d'autres. Ouais. Donc, tu avais parlé avec la ministre ou le ministre, puis moi, Luc, on a des contraintes. C'est arrivé quelques fois en bout de ligne que je suis allé voir directement M. Legault ou Christine pour dire, là, voici pourquoi que j'aimerais qu'on me l'accorde, ce dossier-là. Puis comme par hasard, ça a toujours été oui en bout de ligne. Ça va avoir des bons arguments aussi qui venaient avec ça, là, j'imagine. Non, tu ne me donnes pas ça parce que je le veux. Voici pourquoi ma population en a besoin. Moi, j'ai toujours travaillé en fonction de la population, des besoins de la population ou des besoins de la région. Puis qu'est-ce qui fait que ça va devenir une plus-value à court, moyen et long terme. Exactement. Absolument. Super. Donc, toi, c'est quoi qui te fait lever le matin avec le sourire? Simple de même. Les 3 cafés dans le matin? Non. Pas en politique, là, dans la vraie vie tous les jours. C'est dans la vraie ça? vie, c'est de prendre le temps de m'asseoir avec ma conjointe, prendre un déjeuner avec elle, puis placoter d'à peu près tout et de rien. Ouais. Ça, là, c'est la meilleure façon de commencer ma journée. C'est ton petit bonheur dans la vie. Ouais. Ça ancre, ça. Ouais. Là, ça ancre profondément. C'est le fun. 20 ans au service public, 20 ans et plus. Ouais, j'ai commencé à 89. Ouais, ça fait quasiment plus de 20 ans, certains, plus de 25. Des votes serrés, des inondations, des dossiers qui brassent. Ça prend du caractère. C'est quoi votre recette pour garder le moral quand tout ça, ça tombe des fois en même temps? Ce qui m'a permis toujours de garder le moral, c'est que j'observais toujours dans la population, je l'ai mentionné tantôt, l'esprit d'entraide. Ça, là, tu te dis, je suis pas tout seul à vouloir travailler cette situation-là. Dans mon mandat, à partir de 2018, on a eu les événements historiques au niveau de la Rivière-Chaudière en 2019. 1500 dossiers. Un des premiers sinistrés, moi je l'étais, j'ai tout perdu. Il me restait rien, puis un dossier, rien. Là, ça te fait penser que le numérique est peut-être intéressant. Hein? La personne qui va arriver à ma place n'aura pas de problème. C'est une clé USB. Ça va être, l'ordinateur, tu as tous les dossiers, tu as tout l'historique, puis ça va être très fluide. Alors, c'est ça, il y a un esprit. Tu sais, 2019, là, on a vu quand même un élan incroyable de ce qui s'est fait au niveau des municipalités qui ont été touchées, que ce soit à Beauceville, Saint-Joseph, Vallée, Sainte-Marie, Scott. Et ça fait en sorte qu'on a le goût de se relever les manches puis de dire on met ça correctement. On fait le ménage qui est nécessaire, puis on part. Puis ça a toujours été le même. J'ai quand même vécu plusieurs inondations à la municipalité de Beauceville dans mes 18 années. Dont un autre en 91 qui était pas mal historique aussi, bien pour la ville de Beauceville. Alors, ça nous apprend à avoir de la résilience, mais en même temps à accepter l'inévitable. L'humeur de la rivière, on ne la contrôlera jamais. Non. Bon, jamais. Puis tu sais, je pense entre autres à 91, les programmes d'aide n'étaient pas nécessairement très bonifiés. Nous autres, je me rappelle qu'on avait eu une rencontre, les conseillers municipaux,
et la maire avec l'équipe de la sécurité publique pour leur dire, écoute, dans votre liste de ce que vous couvrez, un micro-ondes, il n'y a pas dedans, mais ça existe maintenant. On avait réussi à faire bonifier la liste. C'est des exemples comme ça qui font qu'au fil du temps, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Mais il faut être aux aguets, puis il faut être vigilant. Exactement. C'est ça. C'est sûr qu'il va y avoir des hauts et des bas. Je veux dire, des trucs comme ça, des inondations, tu peux pas le contrôler, comme tu dis. Non. C'est important de ne pas se laisser démoraliser par ça, se dire, OK, c'est arrivé à cette heure. Ouais. De ne pas se laisser démoraliser. Puis moi, quand j'étais maire, ou même conseiller municipal, je m'étais toujours mis des sentinelles dans des secteurs les plus ciblés pour me dire, s'il y a des gens là, que tu vois que ça va pas bien, dis-moi-le. Moi, m'a communiqué avec le CLSC ou le centre de services de Chaudière-Appalaches pour pouvoir leur apporter de l'aide de façon... Parce que souvent, les gens n'oseront pas faire la démarche eux-mêmes. Oui, c'est bon. Fait qu'en ayant des sentinelles, ça me permettait d'intervenir plus rapidement aux gens là, qui étaient les plus vulnérables. Très bonne initiative. Une excellente initiative. Ouais. Finalement, dernière petite question pour toi. Si le monde devait se souvenir d'une seule affaire à propos de vous, pas un projet ou un dossier, mais une qualité humaine, c'est quoi que tu voudrais que le monde se rappelle de toi? Mon accessibilité. Quand les gens m'ont demandé pour me voir, j'ai jamais refusé une rencontre. Puis quand la personne n'était pas capable de se déplacer, c'est moi qui se déplaçais. Wow. C'est vrai que ça, c'est c'est un luxe que vous offrez, là, une accessibilité. Là. Parce que dans un monde où est-ce qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de trucs à regarder ou à écouter, que vous vous laissez tout le temps cette porte-là ouverte, c'est vraiment, oserais-je dire, une ouverture comme très, très, très peu commune. Mais je suis toujours parti, si tu me permets, je suis toujours parti du principe. C'est le public qui t'a mis en place dans une fonction. Tu es redevable au public. Ouais, ok. Fait que ma meilleure façon d'être redevable, c'était d'être accessible pour pouvoir recevoir les doléances ou les problématiques des gens, puis pouvoir, avec mon équipe, travailler ces problématiques-là, puis trouver des solutions. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec ça. C'est ça que j'allais dire. Je pense que c'est pas nécessairement un luxe, mais... Ouais, luxe, puis c'est pas non plus... tu le dois pas au monde non plus, mais c'est une belle manière de montrer aux gens que t'es là pour eux autres. Oui. Puis d'être reconnaissant dans un sens, comme tu dis, envers la population qui t'a mis là, mais aussi pour faire avancer les choses, puis de savoir c'est quoi les bons problèmes à attaquer. Faut que tu jases avec ton monde. Définitivement. Tu peux pas régler une problématique si t'es pas au courant. Non, faut que tu la vois en premier, puis faut que tu l'entendes. C'est ça. All right. Bon, ben c'est bon, ça mettait le fin à le petit segment. Ça mettait fin au petit segment de mi-épisode présenté par Luc Provençal, député de Beauce-Nord. Puis, donc, c'est ça. Ensuite, pour continuer l'épisode, moi, je m'en irais vers un topo, un petit peu de tes 8 années de politique avec la CAQ. Puis, j'aimerais ça que tu nous fasses un petit résumé de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que t'es le plus fier, on en a parlé un petit peu tantôt, les hauts puis les bas que t'as vécu, on en a parlé ça aussi un petit peu. Je veux savoir c'est quoi, comment que ça a impacté ta carrière en politique. OK. Ben, dans les bas, je te dirais, l'épisode de la COVID n'a pas été facile. Ouais, ça c'est sûr. Dans notre région, on a des gens qui... ça a laissé beaucoup de traces. Puis, je n'ai pas à me questionner sur le positionnement de ces gens-là. Chacun a droit à son opinion. Absolument. Que ce soit en lien avec la vaccination ou autre. Bon. Ceci étant dit, les gens ne sont pas conscients, par contre, des démarches que j'ai faites auprès de la santé publique pour essayer d'avoir une certaine reconnaissance de notre couleur locale. Là, quand ils nous mettaient des couleurs, puis que pour moi, c'était pas la bonne couleur, ben, je suis allé au bâton. Je n'ai pas gagné, mais je suis allé au bâton, je peux te le dire. Bon. C'est sûr que c'est un élément qui a... Sans dire qu'il a été négatif, c'est un élément qui a été très difficile au niveau politique parce que tu avais des gens dans ça qui étaient vraiment en désaccord. Donc, tu te ramasses avec des menaces. Puis, comme c'est la même chose en 2022, à l'élection de 2022, j'ai eu des menaces. J'ai été obligé de porter plainte à la Sûreté du Québec.
Il y a des gens qui ont photographié à la maison, photographié les licences d'auto. On a essayé de me faire perdre le contrôle sur la route avec mon véhicule. Ah ouais, jusqu'à ce point-là. Les gens de la Sûreté du Québec sont venus surveiller la maison chez moi parce qu'à cause des menaces, il y a bien des choses que moi je savais pas comme menace, mais l'Assemblée nationale faisait une vigie. Ça, c'est un élément que j'ai pas aimé. Puis, qu'on s'attaque à moi, ça, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème du tout. Tu as le droit d'être en désaccord avec moi, puis j'aimerais ça que tu viennes en discuter assis en avant de moi. Il y a une façon de le faire. Pas en arrière d'un clavier. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça plate pour ma famille, ma conjointe. Elle me disait, t'as eu des menaces? La dernière fois, elle me téléphonait, j'étais à Québec. T'as eu encore des menaces? Pourquoi tu me dis ça? Ben, elle dit, la Sûreté du Québec n'a jamais été présente en face de la maison, fait qu'il doit être passé de quoi? Ça se peut. Mais ça a été, je dirais, le volet négatif de mon passage en politique. Par contre, il y a quand même eu des bons succès. Je parlais du cégep Beauce-Appalaches, l'école d'accueil à Scott, Maribel 2.0, la création de plusieurs places en garderie. On avait été 10 ans dans Beauce-Nord après en avoir. J'ai une personne qui s'appelle Martine Beaupré qui m'a fait l'école pas mal dans ce domaine-là, qui est spécialisée dans les CPE. On a quand même, avec mon équipe, réussi à se faire accorder et financer 660 nouvelles places. Wow. Ce qui est très bien pour notre région. C'est sûr qu'il y a encore des manques, là, mais on en est là. Travailler très fort sur la réhabilitation du chemin de fer, parce que je crois énormément qu'il va y avoir un potentiel de développement économique à ce niveau-là. L'accompagnement que j'ai fait avec KSM à Trinjonction, qui est dans la transformation des résidus miniers, selon moi, dans les prochaines années, ça va devenir une vitrine technologique et un fleuron au Québec. Si on peut s'assurer que le train va se rendre le plus rapidement possible, parce que ça leur occasionne des frais énormes. Au niveau des municipalités, la majorité des dossiers qui m'ont été présentés ont été réglés. T'sais, on a restauré des hôtels de ville, fait de nouveaux bâtiments. Au niveau de l'assainissement des eaux, on a eu des bons programmes. Petit côté négatif, mais c'est toujours la notion de la piste cyclable qui n'est pas reliée encore. C'est pas parce que c'était pas une question d'argent. Bonardel était venu annoncer 3 millions qui manquaient, puis... Mais il y a eu des tiraillements entre la MRC et le MTQ qui fait en sorte que le dossier a été reporté. Là, je parle principalement du secteur de la Carloué, entre Beauceville et Saint-Joseph. Ceci étant dit, de façon générale, j'ai essayé de supporter le plus possible les individus, les entreprises, les commerces. C'est sûr que l'épisode de l'email me fait énormément mal, autant que la population, parce que pour moi, les gens de la filière porcine ont été extrêmement, extrêmement touchés. La fermeture de l'email, malgré tous les efforts que j'ai faits, on n'a pas été capable de le relancer. J'avais même un groupe qui avait ramassé un bon capital, puis j'avais convaincu Investissement Québec de mettre à peu près l'équivalent pour acheter les équipements puis maintenir ce service-là. Mais Olimel, c'est une business privée d'une certaine façon, fait que ça prenait l'acceptation du conseil d'administration, puis ça n'a pas fonctionné. Malgré le fait que j'ai quand même eu de bonnes relations avec les gens de l'email, particulièrement avec M. Richard Ferland, qui était le directeur, pas le président du conseil d'administration, qui est une personne avec une bonne vision, très agréable à discuter, qui a été en mode solution à bien des égards. Alors, ça, c'est tous des dossiers qui font en sorte que on a eu de l'avancement chez nous, en Beauce. Beaucoup. Certaines municipalités plus que d'autres. Mais il y a une question aussi de dossiers qui ont été déposés. Si tu ne poses pas de dossier, ben, je ne peux pas le faire avancer. Non, c'est sûr. C'est une question de besoin au niveau des gens. Je donne souvent l'exemple, la ville de Sainte-Marie, les événements ont lieu en avril 2019. En mai 2019, Gaétan Vachon arrive dans mon bureau. Il y avait un beau cartable de préparer. Tout était évalué, les photos, où on devrait relocaliser telle affaire, une évaluation des coûts.
On est parti avec ça. On est allé, on a eu une rencontre avec la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, à l'époque. On a eu quelqu'un qui a été alloué à la ville de Sainte-Marie pour faire cheminer ces dossiers-là. Ça a été la même chose aussi pour toute la relocalisation, l'hôtel de ville, bibliothèque, école, etc. Là. Tout ce qui est en train de se faire en ce moment. Tout ce qui est en train de se faire. Mais il ne faut pas oublier qu'on a commencé à travailler ça en avril 2019. On est rendu à 2026. Tu sais, les gens qui pensent que ça se règle instantanément, là, oubliez ça. Là. Non, c'est pas de même ça marche. Non, du tout. Tu sais, il y a un cheminement à faire dans le dossier, puis il faut avoir de la patience, de la tolérance, mais surtout, il faut avoir les bons individus qui vont répondre aux questions qui sont acheminées pour faire toujours cheminer positivement le dossier. Pour que ça progresse, que ça avance. C'est ça. Si ça se tord, c'est normal que ça prenne du temps parce que ça fait un gros cheminement, il y a beaucoup d'approbation, du financement qu'il faut qu'il passe à travers et tout. Mais là, c'est aujourd'hui qu'on voit qu'on récolte un peu ces fruits-là, mais ça fait depuis 2019 que les dossiers sont sur la table qui sont en train de se régler. Là. Il faut pas régler une situation puis causer d'autres problèmes après ça non plus. C'est pour ça que ça te prend une bonne équipe qui va analyser les bonnes choses, qui va parler au bon monde pour finalement pouvoir aujourd'hui l'hôtel de ville qui est en train de se construire à côté du centre Castel, c'est énorme, c'est beau, ça va être magnifique. C'est une nouvelle caserne, puis le nouveau quartier résidentiel qui va être développé aussi pour justement remettre des maisons pour compenser en fait avec les maisons qui ont été détruites sur le côté de la rivière. C'est quelque chose. C'est sûr que ça revient à ton point de tantôt. Ouais. Je pense que tu disais, Raph, 8 ans, c'est long, mais c'est pas long. Non, c'est long, mais c'est pas long. C'est pas long parce que quand on regarde le temps que ça prend pour faire cheminer certains dossiers, tu sais, quand je vous dis là, de 2019 à 2026, c'est 7 ans. Mais que ça a pris 7 ans à travailler avec les différents ministères, puis aller chercher les autorisations, les budgets nécessaires pour relocaliser et reconstruire à neuf. Mais tu sais, c'est ça. Ben, c'est bien. En fait, j'ai pas vraiment de comparatif. Je sais pas s'il y en a des comparatifs qui existent, mais je pense que sur 7 ans, à se dire, hey, on va reconstruire, je sais combien de maisons? À Sainte-Marie, juste à Sainte-Marie, c'est au-delà de 450 maisons. Ouais, 450 maisons, l'hôtel de ville, la caserne de pompiers. Ah non, ça a été... l'école Maribel 2.0. La MRC. Oui. Le bâtiment de la MRC, c'est un bâtiment qui était... zone inondable. C'est ça, puis qui était complètement fini suite à l'inondation. On a construit une MRC flambant neuf. Tu sais, je suis très, très fier de mon bilan, puis de ce que j'ai réalisé, mais je considère toujours que je l'ai réalisé grâce à la collaboration des gens avec lesquels je faisais affaire. Que ce soit les maires, les directeurs généraux, les équipes municipales avec lesquelles j'ai travaillé, et les différents ministères. Ouais. On a eu un succès pour la majorité de nos dossiers, mais ça a été le travail d'équipe. Puis moi, pour moi, ça a été la clé du succès que j'ai eu à ce jour. Tu peux pas contrôler non plus la perception des gens, ce qu'ils ont comme perception, puis ce qu'ils voient, puis qu'ils se disent, il y a pas de changement, il n'y a rien qui se passe dans la vie de tous les jours. Aveugle, je pense. À tous les jours. Je pense que ça, des fois, c'est biaisé peut-être par des mauvaises journées, des mauvaises passes personnelles. Je pense que les gens peuvent être, autant que les gens peuvent être se tenir les coudes, aller dans une bonne direction ensemble, autant que les gens peuvent passer à travers des moins bonnes passes des fois. Puis je pense pas que c'est l'opinion de ces gens-là qui forge l'opinion générale de ce que le monde a sur votre parcours puis ce qui a été accompli dans cette période de temps-là. Ouais, de regarder ça avec du recul, comment vous vous sentez aujourd'hui quand on voit toutes ces belles infrastructures-là qui sont bâties et tout? Ben moi, je suis très fier avec mon équipe de ce qu'on a réalisé, puis de ce qu'on a réussi à atteindre aussi comme objectif, puis de toutes les retombées économiques que ça a donné dans la région, des infrastructures neuves. Mais la majorité de ce qui a été refait, c'est des gens de chez nous qui ont travaillé. Oui, absolument. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est des gens qui ont eu du travail qui autrement ne l'auraient pas eu. Ouais. Et voilà. Et voilà. Donc, on s'en vient vers une fin d'épisode. Là. Ça fait déjà 1 heure et quart qu'on jase. Ça passe vite. Ouais, ça passe quand même vite. Ça passe vraiment vite. Puis, j'aimerais ça qu'on puisse s'adresser aux auditeurs, aux gens qui écoutent.
si t'as un mot de la fin, ça serait le temps de commencer à y penser. Pendant ce temps-là, je voulais juste te dire, te féliciter pour ta carrière politique. Je pense que, personnellement, moi, je connaissais pas ce monde-là avant de jaser avec toi aujourd'hui. Je pense que tu m'en as appris beaucoup. Tu en as appris beaucoup aux gens qui écoutent, à Raph aussi. Oui, moi, absolument. Personnellement, moi, je te lève mon chapeau parce que je vis dans des infrastructures, dans une région qui a été impactée positivement par vos deux termes en Beauce. T'es bien gentil. Écoute, moi, ce que je veux dire, c'est que je veux quand même remercier les gens qui m'ont fait confiance. Puis même remercier les gens qui étaient contre moi, là. Ouais. Parce que ça m'a motivé à travailler plus. Exactement, moi, je suis pareil comme vous, là. Non, tu sais, ça a été... mais les gens doivent reconnaître une chose. J'ai jamais identifié une personne à sa couleur politique. J'ai toujours identifié une personne à la problématique qu'ils vivaient, puis j'ai essayé de trouver des solutions avec eux autres. Ça, je pense que c'est un élément que les gens doivent reconnaître et retenir. Ça parle fort. D'y aller avec le contexte, d'utiliser le contexte vraiment pour voir le positionnement de exact. quelqu'un. Mais ça, c'est une belle façon, en fait. Ça aide à beaucoup comprendre les choses, puis souvent de se mettre un petit peu dans la peau de la personne, puis à partir de là, d'acquérir de la perspective. Mais c'est quand même quelque chose qui se développe, c'est quelque chose qui prend... Oui, puis je vous dirais que là où la personne qui va prendre la relève, je dirais à la population, soyez patient. Parce qu'ils ne peuvent pas régler tout de façon instantanée. Non, en effet. Et par contre, si je prenais l'ensemble des dossiers qu'on a traités depuis les 8 dernières années avec mon équipe, je te dirais qu'on a plus que la note de passage. Là. Oui. 90-95% des dossiers qui nous sont adressés au bureau, on a trouvé des solutions concluantes et positives pour les citoyens et les citoyennes. Alors, mais il y en a que ça a pris peut-être 1 an à se régler. Mais on travaille. On travaille pour les gens. Exactement, mais comme je l'avais dit, moi, ça a passé comme du Rocket Fuel, mais d'après moi, Rocket Fuel, c'est votre équipe là, qui travaille en arrière de tout ça, là, justement. Là. Fait que moi, c'est ça que je dis, j'ai comme... Vous avez eu un méchant beau parcours, puis ce que vous avez fait à la Beauce en général, là, vraiment... Moi, ça me touche. C'est vraiment quelque chose. Vous êtes bien gentil. On vous remercie énormément de votre implication, autant au niveau de la région qu'avec le podcast. Oui! Mais encore plus pour la région, parce que vous en avez fait énormément. Puis... je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui, Luc. C'est vraiment un honneur pour nous autres d'avoir parlé avec toi puis d'avoir remis en perspective un petit peu votre carrière en politique. Mais également, un gros merci de nous avoir partagé par rapport à votre personne. Puis ça nous a appris, oui, sur la politique aujourd'hui, mais sur vous, qui vous êtes. Connaître Luc Provençal dans toutes ses couleurs. Ben, merci beaucoup. Écoutez... c'est mon premier podcast, puis probablement le dernier. Là. J'ai trouvé ça très agréable, très convivial. Vous n'êtes pas des gens stressants. Non. Puis, comme je vous disais, là, de toute façon, j'avais plein de confiance en vous autres. Là. Vous auriez pu me piéger n'importe quel temps. Ça aurait fait partie de la game. J'aurais pas eu de problème avec ça. Mais très fier d'avoir fait cette entrevue-là avec vous autres. Ben, on est extrêmement... Merci beaucoup. Merci, Luc. Merci les gens qui écoutent. Ben je vous invite à lâcher un like, un commentaire, puis vous abonner si ça donne. On va avoir plein de bels épisodes qui vont suivre. Puis encore une fois, merci d'être à l'écoute. Puis on se retrouve pour un prochain épisode. Yes, hey. Merci gang, toujours content de vous avoir avec vous autres. Encore des belles conversations, de la belle perspective, c'est très intéressant moi je trouve. Quand on s'en va voir vraiment à l'intérieur un petit peu des gens et de tout ce qu'ils font. Fait que de toujours aller chercher de la perspective un peu comme on a mis à la fin. Moi, je trouve que ça a une valeur incroyable. Donc, j'espère que vous avez trouvé cette valeur-là avec nous autres aujourd'hui. Moi, je souhaite de passer une excellente fin de journée. Puis, merci pour votre écoute. Je vous dis à la prochaine. Et un bel été à toute votre auditoire. Exactement. Oui, passez un bel été, profitez de vos vacances. Profitez-en, là. À la prochaine. Salut, bye bye, à la prochaine. Merci beaucoup, les gars. Yes. Merci. Merci beaucoup, Luc.